Qu'est-ce que l'objet véritable d'une loi? On en a déjà parlé par la bande dans d'autres capsules sur le pouvoir accessoire, capsules sur la théorie du double aspect. Mais toute la question de l'objet véritable d'une loi, je me tue à le dire à mes étudiants, mes étudiantes, ceux et celles qui écoutent ceci vont se le confirmer à eux-mêmes. C'est la clé en matière de partage des compétences, c'est-à-dire, je vais expliquer un petit peu comme je disais rapidement dans d'autres capsules, mais on se demande quel est le caractère dominant de la loi en question. Parce que c'est bien beau dire le fédéral a compétence en matière de droit criminel, par exemple, Québec a compétence en matière de propriété et droit civil, par exemple, mais encore faut-il que les lois qu'il adopte puissent avoir un objet véritable qui se rattache à ces compétences-là. Or, l'exercice de l'évaluation de l'objet véritable de la loi, c'est un exercice où la Cour se gratte la tête puis se pose la question: est-ce que le législateur a essayé de me raconter des histoires où il est sérieux, où il est de bonne foi? Bref, bien souvent, on commence, en fait tout le temps, on devrait commencer par ceci. Il arrive évidemment de nombreuses occasions que ce ne soit pas un problème comme tel, donc on passe à d'autres étapes par la suite, comme je parlais par exemple, le double aspect, pouvoir accessoire. Mais il se peut aussi que quelqu'un conteste la constitutionnalité de la loi en disant: one minute, ce que vous avez là comme loi, là, l'objet véritable n'est pas valide. Pourquoi? Ben parce que techniquement, l'objet réel, ce qu'avait vraiment en tête le législateur, se rattache pas à une compétence, par exemple, provinciale, mais se rattache plutôt à une compétence fédérale. Puis là, on a un sacré problème parce que justement, c'est un législateur provincial qui a adopté la loi en question. Jusque-là, ça va? Je pense que le plus simple, ce serait de vous donner des exemples. Vous en donner deux. Peut-être les meilleurs. En tout cas, vous en jugerez. L'arrêt Bryden, un très, très vieil arrêt du 19e, vers la fin du 19e siècle. Le Canada en est à ses débuts, ni plus ni moins. En Colombie-Britannique, on adopte une loi pour empêcher, écoutez ça, comme c'est raciste, pour empêcher les Chinois de travailler dans des mines. On sait qu'avec toute la question du chemin de fer, qui était d'ailleurs une promesse qui avait été faite aux résidents de la Colombie-Britannique, il va y avoir un chemin de fer qui va se rendre jusqu'à votre province. Mais quand le chemin de fer s'est terminé, évidemment, beaucoup plus tard que prévu, comme tout bon travaux du genre, reste que il y a eu beaucoup de Chinois qui travaillaient justement sur ce même chemin de fer-là et se sont mis à travailler dans les mines en question. Puis là, je dis chinois, vous avez compris, absolument rien de péjoratif là-dedans. Dans l'optique, il y en avait plusieurs là-dedans qui étaient déjà devenus des citoyens canadiens en bonne et due forme, d'autres qui étaient en voie de l'être, d'autres ne l'étaient pas encore. Bref, se sont mis à travailler dans les mines. Et du fait d'une loi, donc, parfaitement raciste qui les ciblait pour protéger les emplois dans la province, pour réserver ces mêmes emplois aux bons Canadiens pur laine, on adopte donc cette loi-là. Or, on conteste la loi en question en disant, et d'ailleurs c'est drôle parce que celui qui la contestait, c'était un propriétaire minier qui disait, moi je veux continuer d'embaucher des Chinois si ça me plaît, là, je vais décider de ma main-d'œuvre. Et donc, ce que ces avocats ont décidé de plaider, pensez-y, c'est brillant, c'est de dire, l'objet véritable de ta loi, toi, Colombie-Britannique, c'est quoi? Qu'est-ce qui te permet... Pourquoi tu souhaites interdire à des Chinois de travailler dans les mines? C'est quoi l'idée derrière ça? Et la Colombie-Britannique de répondre, non, c'est une question de développement de ressources naturelles. J'ai cette compétence-là. C'est une question de droit du travail, de ressources humaines, bla. Ce que la Cour a déterminé, on la salue, c'est dire ça, là, c'est de la frime, cette affaire-là. L'objet véritable, c'est pas une question de droit de travail, c'est pas une question de ressources naturelles, c'est-à-dire les mines, c'est pas une question de ressources, c'est n'importe quoi. La réalité, c'est qu'on touche ici une compétence, l'objet véritable touche ici une compétence qui est fédérale. Le trait dominant de cette loi-là, c'est pas, je le répète, des relations de travail, c'est pas des mines, c'est du racisme, disons-le très clairement. Et toute la question, donc, de
la citoyenneté des Aubains, hein, les étrangers, on appelait ça les Aubains auparavant, est une compétence qui est fédérale. En d'autres termes, le tribunal a invalidé la loi en question au motif que son objet véritable, donc les motifs réels, le trait dominant aussi, n'était pas valide. Là, vous allez vous dire, OK, ouais, mais OK, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui arrive, disons, que si le fédéral, lui, décide d'adopter une loi raciste pour interdire aux Chinois, aux Japonais, aux Autochtones d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Johnny McDonald s'est gâté là-dessus, pas nécessairement par des lois, mais souvent oui, notamment la loi sur les Indiens. Mais la réponse, c'est malheureusement, si le fédéral voulait, lui, être raciste, ben, il y avait cette possibilité-là en vertu, justement, de la compétence en question et en vertu de la décision dont je vous parle, qui est la décision Bryden. Il faut savoir, et ça c'est important, qu'à l'époque, il n'y avait pas de charte des droits. Il n'y avait pas de charte des droits à l'échelle canadienne, il n'y avait pas de charte des droits à l'échelle provinciale, ce qui veut dire que les tribunaux, lorsqu'ils avaient à protéger les minorités, dans ce cas-ci, les Chinois, ben, ils devaient trouver une manière de... Puis il n'y avait pas 50 000 options, c'était essentiellement, il y a une autre exception, j'en parlerai éventuellement, mais il y avait donc la possibilité d'invoquer le partage des compétences subtilement, en quelque sorte. En fait, pas subtilement, mais protéger les minorités subtilement en invoquant le partage des compétences. Voilà. Deuxième exemple et dernier exemple pour vous, c'est la décision Switzman, qui faisait appel à un challenge constitutionnel dans un dossier qui mettait en cause, en vedette, disons-le, ce bon vieux Maurice Duplessis qui s'était auto-surnommé le CHEUF, pas C-H-E-F, mais C-H-E-U-F. C'est moi le CHEUF, c'est moi qui décide, puis qui aille au diable pour le reste, les oppositions, les juges, tout ce que vous voulez, c'est moi qui est le patron. Bref, Duplessis, dans l'ère de McCarthyisme qu'on a bien connu, donc de chasse aux sorcières aux communistes, a fait adopter au Québec la loi sur le cadenas. C'était quoi la loi sur le cadenas? Ben, c'était une loi qui essentiellement disait que si dans votre immeuble, vous vous faisiez prendre avec de la littérature subversive, tout ce qui pourrait se rattacher au communisme d'une manière ou de l'autre, eh bien, on pourra, les autorités, donc ici, les autorités québécoises, pourront tout simplement mettre la clé dans la porte, qu'on appelle le cadenas, pour une durée d'1 an. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on essaie de faire ici? Quel est l'objet véritable de cette loi-là? Évidemment, ce que le procureur général du Québec, sous l'influence de Duplessis, est allé dire, non, l'objet véritable ici, là, c'est 92-13, c'est les contrats avec les locataires, ou c'est encore tout simplement les 92-16, les matières locales. Là, on peut bien faire, Québec peut bien faire ce qu'il veut en matière d'immobilier, ce qui en théorie est vrai. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment une affaire immobilière? Est-ce que c'est pour ça que l'Assemblée nationale, sous l'impulsion de l'Union nationale de Duplessis, le gouvernement en place, a réellement voté cette loi-là? La Cour a dit là, faut pas nous prendre pour des épais, là. Et non, c'est pas ça l'objet véritable. L'objet véritable a rien à voir avec les questions immobilières, de locataires, de droits privés, de contrats. C'est de la foutaise. L'objet véritable ici de la loi sur le cadenas, c'est celui-ci, c'est de lutter contre une idéologie, le réprimer une posture politique qui est celle du communisme pour ce que ça veut dire, là, parce qu'on avait, avec le McCarthyisme, étiré l'élastique pas mal. Or, toutes les questions de répression d'une idéologie, de répression de questions qu'on pourrait juger amorales, à tort ou à raison, c'est une compétence de droit, c'est une compétence fédérale, c'est-à-dire le droit criminel, le 91-27, dont je vous parle évidemment souvent. On a donc invalidé la loi dans Switzman. Pourquoi? Ben parce que justement, l'objet véritable était invalide. Alors, voilà pour l'instant. Et vous aurez compris que c'est, je le répète, la première étape, considérer qu'il y en est avec l'objet véritable. Et ceci fait en sorte que si le législateur passe la rampe, il y aura d'autres tests à passer, il y aura d'autres motifs d'inconstitutionnalité. On en a déjà parlé, on continuera de le faire. Mais le volet objet véritable est habituellement un incontournable. Vous n'êtes pas obligé de l'invoquer, évidemment, si vous contestez la constitutionnalité de la loi, mais la Cour va nécessairement se poser la question. C'est habituellement, je me répète,
la première réflexion à y avoir pour des raisons que j'espère évidentes de par les exemples de Switzman et de Bryden. Salut.